Dans certains cas, il peut être avantageux de manipuler une liste de données. En ce qui concerne les tableaux, on parlera de collection pour représenter par exemple une liste de mots de passe, une liste de noms, une liste de pays, etc. En regroupant ces données au sein d'une collection, ou liste, cela permet d'augmenter les automatismes de traitement en réduisant le nombre de lignes d'instruction pour des fonctions répétitives. À la base, le langage C++ ne permet de créer que des listes de taille fixe. On parle de tableau, ou encore, de tableau statique. Comme pour une liste, un tableau permet de regrouper des informations sous un même nom. En programmation, un tableau informatique ne se compare pas au tableau qu'on retrouve dans un traitement de texte. Un tableau informatique serait plutôt comparable à une feuille de calcul dans Excel, constituée de rangées et de colonnes. En résumé, pour dire les choses comme elles sont, c'est une suite de cases mémoire, permettant à chacune de mémoriser une donnée. En langage C, un tableau est de taille fixe. Lors de sa création, sa taille est spécifiée et ne peut plus être modifiée. Par exemple, ce tableau de type char contient une liste de 6 clients, devient un tableau de 6 éléments plus 1. Créer, ou je préfère dire, déclarer un tableau en C++, implique de préciser 3 choses. Le type des éléments du tableau, le nom du tableau, et sa taille. Cette ligne d'instruction déclare un tableau nommé client, contenant 7 éléments de type char. En fait, 6 éléments plus 1, pour la valeur nulle requise pour les tableaux de type char. Tandis que celle-ci déclare un tableau nommé note, contenant 5 éléments, de type float. Chaque élément d'un tableau est accessible par son indice ou index. En C++, l'indice, ou l'index du premier élément est 0. L'accès à un élément du tableau se fait en plaçant l'indice de l'élément voulu entre crochets. Par exemple, pour le tableau ci-dessus, nommé client, on place la valeur de l'indice entre la paire de crochets pour accéder à l'élément qu'il contient. Le moment venu, on verra que l'accès à un élément permet aussi bien d'y écrire une valeur que de la lire. Ainsi, cette instruction sera traduite par le compilateur par « imprime le contenu à l'index 3 du tableau client à l'écran LCD ». Et l'écran affichera « Luke Skywalker ». Tandis que l'instruction suivante pointe l'index 5 du tableau client, affichera « Yoda ». Ou celle-ci qui a l'index 0 affichera « Daniel ». Lors de la création d'un tableau, il est important de ne pas confondre le nombre placé entre crochets qui indique sa taille, avec l'accès à un élément du tableau, le nombre placé entre crochets qui indique l'élément à accéder. En C++, tout comme pour la déclaration d'une variable, lorsqu'un tableau est créé, il n'est pas initialisé. Chacun de ces éléments contient une valeur quelconque. Ce premier exemple montre la déclaration d'une variable de type integer nommée « ma variable » sans l'initialiser. Sa valeur est quelconque, suivie de la même variable, cette fois initialisée. Sa valeur par défaut sera égale à 12. Ce deuxième exemple montre la déclaration d'un tableau de type integer nommé « mon tableau » sans l'initialiser. Sa taille n'est pas définie, et la valeur de ce qu'il contient non plus, suivie du même tableau, cette fois initialisé. Sa taille n'est pas définie, donc le compilateur va s'en charger lors de la compilation. Ici, il contient 2 éléments. La valeur par défaut de chaque élément est accessible par sa position dans le tableau qu'on appelle indice, ou index, et commence par 0. Il est possible d'initialiser directement le tableau en lui affectant une liste d'éléments placés entre accolades et séparés par des virgules. Lorsque des éléments sont utilisés pour initialiser un tableau, la taille du tableau n'est pas obligatoire. Dans ce cas, elle sera calculée par le compilateur. Mais elle peut être mentionnée si le programmeur le souhaite. Oui, mais dans ce cas, elle doit être supérieure ou égale au nombre d'éléments. Si la taille du tableau est supérieure au nombre d'éléments donnés,
les cases vides du tableau sont initialisées à 0. Cet exemple déclare que la taille de mon tableau de type integer est égale à 8, mais ne contient que 5 éléments. Dans ce cas, si on tente d'accéder aux index 5, 6, 7 ou 8, l'écran affichera 0. Si la taille du tableau est égale au nombre d'éléments donnés, mais que je fais appel à un indice supérieur, Alors tu obtiendras soit une valeur aléatoire, soit une valeur appartenant à un autre tableau. Dans ce cas, cela pourrait peut-être ne rien faire, ou simplement fournir un résultat non désiré, mais il est plus probable que ça pourrait aussi provoquer une erreur de compilation, un plantage du programme ou un bug difficile à repérer. c'est donc à éviter. Pour résumer ce que nous venons de voir, un tableau est une collection homogène de données. C'est-à-dire que tous ces éléments doivent être de même type. On accède à une information élémentaire en spécifiant sa position, indice ou index. La gestion du lien valeur-position est du ressort du programmeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de préciser la taille d'un tableau, le compilateur s'en chargera lors de la compilation. La taille d'un tableau est fixe et doit pouvoir être déterminée lors de la compilation. Il faut bien faire la distinction entre l'indice d'une case du tableau qui est en C++, toujours un nombre entier, et le contenu d'une case du tableau et du type de variable déclarée. Une boucle for est couramment utilisée pour parcourir toutes les cases du tableau. Pour un tableau de n éléments, la plage d'indices valides commence à 0 et se termine à n-1. Mettons en pratique ce que nous venons d'expliquer. Pour ce faire, il suffit seulement d'un afficheur LCD relié à une carte Arduino. Et allons dans l'environnement de développement. Dans l'entête déclarative, on commence par inclure la bibliothèque Liquid Crystal I2C pour ensuite créer et initialiser l'objet LCD. Jusque-là, rien de plus simple. Ensuite, je déclare deux tableaux. Le premier, de type integer, nommé base10, contenant une collection de 11 éléments. Suivi d'un second tableau, cette fois de type char, nommé client, contenant 7 éléments. En fait, il contient 6 éléments, mais comme c'est un tableau de type char, on doit lui ajouter un élément de plus qui représente un caractère nul pour indiquer la fin du tableau. Avant d'aller plus loin, j'attire ton attention sur le type de variable du second tableau. Il est de type char, ce qui implique, et on le sait déjà, que ces éléments seront forcément des caractères, mais remarque la syntaxe, char est suivi d'un astérix. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque élément du tableau contient plus d'un caractère. Dans ces cas-là, on parle de chaîne de caractères et cela permet à chaque élément de contenir de 0 caractère à une phrase complète. Aussi, un autre point important, c'est la syntaxe des éléments. Si tu regardes comment j'ai écrit le nom de Léa, il est sans accent. On a déjà vu ça dans les premières leçons, les chaînes de caractères ne doivent pas contenir d'accent. Ensuite, je déclare deux autres variables de type char, cette fois sans astérix. Nommées ligne 1 et ligne 2, ces deux variables sont suivies d'une paire de crochets contenant la valeur 16. Tu reconnais sûrement avoir déjà rencontré à plusieurs reprises ces mêmes déclarations dans différents projets que nous avons réalisés par le passé. Il s'agit aussi de deux tableaux distincts, communément appelés tableaux linéaires, ou unidimensionnels, ou tableaux statiques ou encore monodimensionnels, peu importe. Il s'agit ici de simples tableaux non initialisés, mais ayant une taille définie de 16 espaces réservés en mémoire tampon. J'utilise fréquemment cette approche avec la fonction sprintf pour formater une chaîne de caractères destinée à être affichée sur les afficheurs LCD. C'est tout pour l'entête déclarative. Pour ce qui est de la fonction setup, on a seulement les deux instructions qui concernent l'initialisation et l'activation du rétroéclairage de notre objet LCDI2C. Ce qui nous amène directement à la fonction principale, la fonction loop. La fonction loop contient 4 blocs d'instructions. Le premier bloc sert à afficher pendant 2 secondes 2 lignes de texte qui annoncent ce qui va suivre. Autrement dit, le premier tableau fera défiler les 11 éléments du tableau nommé base10. Le deuxième bloc commence par une boucle for.
Elle a pour rôle de déclarer une variable locale de type integer nommée index et initialise sa valeur de départ minimale à 0 et sa valeur d'arrivée maximale à 10. Cela implique que cette boucle va se répéter 11 fois. L'opérateur ++ index nous informe qu'il s'agit d'une boucle d'incrémentation. Ou que la valeur de la variable index va s'incrémenter de 1 après avoir exécuté le bloc d'instruction contenu entre sa paire d'accolades, jusqu'à ce que la variable index ait atteint la valeur d'arrivée. Je m'excuse de t'interrompre. Oui, tu as une question? C'est plutôt une remarque. Je t'écoute. Je crois que tu as fait une faute de syntaxe dans la boucle for. Tu as écrit ++ index plutôt que index++. Je suis content que tu l'aies remarqué, je l'ai fait exprès. En fait, c'était pour souligner que tu peux utiliser les deux syntaxes. Que ce soit index++ ou ++ index, c'est du pareil au même. Il n'y a pas de faute et le compilateur l'interprète sans distinction comme étant un opérateur d'incrémentation. D'accord. Poursuivons. Les instructions dans cette première boucle affichent à l'écran le nom du tableau, l'index atteint et le contenu dans sa collection correspondant au numéro d'index, du premier au dernier. Une fois l'index 10 atteint, on quitte la première boucle for et commence le troisième bloc d'instruction. Ce bloc joue le même rôle que le premier. Pendant 2 secondes, il affiche « second tableau », puis sur la deuxième ligne, le nom de ce second tableau et sa taille. Et finalement le quatrième bloc qui est une réplique du deuxième bloc, mais avec quelques variantes pour l'adapter au deuxième tableau de type char qui contient une liste de 6 noms, donc un index de 0 à 5, pour afficher successivement les 6 éléments du tableau client. Maintenant qu'on a passé en revue chaque ligne de code, voyons concrètement ce que ça donne. En espérant que cette leçon a répondu assez clairement à toutes tes questions concernant les tableaux unidimensionnels, si oui, clique sur j'aime. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à très bientôt. Easy Weekend Project.